Tout d'abord, merci beaucoup, mesdames et messieurs, chers collègues, d'avoir pris le temps de participer à ce webinaire. C'est un plaisir, c'est un immense plaisir, d'autant bien que nous, on travaille en étroite collaboration avec vous, notamment dans le cadre de plusieurs activités, notamment le projet Darwin dont je parlerai tout à l'heure, qui est un projet de diffusion de la culture scientifique et technique destiné effectivement aux scolaires. Mais si vous le souhaitez, je pourrais aborder le sujet après. Donc aujourd'hui, la question qui se pose concerne les datations. Les datations, c'est un long débat, c'est un sujet qui est très important, et les datations qui concernent les roches et bien entendu leur contenu fossilifère. Et donc le temps, c'est une question d'histoire, c'est une histoire de notre planète, c'est l'histoire également de notre biosphère. Alors, je vais entamer le sujet, mais avant, je vais me présenter. Donc, c'est Abderrazak El Albani. Je suis professeur à l'Université de Poitiers dans une UMR qui contient à la fois, qui est composée à la fois de chimistes et de géologues. Donc, en ce qui me concerne, mes thématiques de recherche, ils tournent autour de tout ce qui est paléobiologie, géochimie, etc. La compréhension, si vous voulez, des paléoconditions et des paléo-environnements à travers tout un tas de méthodes et de techniques. Si vous le souhaitez, on en parlera lors des questions éventuellement. Et donc, la question de datation nous a été posée à plusieurs reprises concernant évidemment les sujets que nous abordons. Et donc, les sujets que nous abordons, ben, quand ça concerne le temps, alors c'est quoi le temps? Donc, le quand, la durée, le rythme, ton cours, l'âge de la Terre, les datations absolues, la charte stratigraphique internationale, le temps stratifié, la biochronologie et l'horloge moléculaire. Vous voyez, tout cet ensemble d'éléments qui sont présentés ici, ce sont des éléments qui concernent et qui tournent autour de la question du temps et de l'âge de la planète. Alors, ma présentation, je ne vais pas la faire d'une manière assez, j'allais dire, conventionnelle, classique, comme on peut faire en présentant les choses au fur et à mesure. On va commencer par des introductions, on va commencer par des choses qui nous parlent et des choses qui sont proches de ce qu'on connaît, puis après, on avance au fur et à mesure sur les différents points concernant les méthodes de datation. Alors, le temps, il l'a dit, Étienne Klein, vous le connaissez mieux que moi peut-être, c'est un physicien du CEA qui est un gars qui est un excellent vulgarisateur. Il nous a dit que le temps est une métaphore, un concept indéfinissable. J'enlève juste certaines choses ici. Et donc, en termes absolus, nous parlons encore aujourd'hui du temps comme on le faisait déjà avant Galilée, il y a plus de 4 siècles. Vous voyez, c'est quand même extraordinaire. Alors, le temps, c'est aussi donner un âge précis à un événement, à quelque chose qui s'est produit. Et là, vous voyez les avancées technologiques. Les avancées technologiques aujourd'hui nous permettent d'avoir une idée sur le quand, c'est-à-dire l'âge, la durée, en combien de temps, c'est-à-dire la période, la fréquence des processus et des événements, même ceux d'un passé très lointain. Donc, le temps, c'est quand même quelque chose d'assez important. Et les techniques qui nous permettent d'évaluer ce temps-là, ils ne sont pas arrivés comme ça. Il a fallu beaucoup de travaux de recherche, beaucoup d'hésitation, beaucoup de tâtonnements pour arriver à quelque chose de très concret. Donc, on va commencer en parlant de notre temps. On va commencer par le temps court et le temps cyclique. Donc, le temps humain. Alors, ça, pourquoi je l'aborde au premier? Pourquoi? Parce que tout simplement, quand on parle de millions ou de milliards d'années, à des gens qui ne sont pas dans notre domaine, bah, c'est quelque chose qui les perturbe. Et donc, pour aller progressivement, vous, ce n'est pas le cas, vous êtes bien au courant que notre planète, elle est très vieille. Et donc, le temps humain, il est court et cyclique. Et logiquement, c'est le territoire de l'histoire et non pas celui des géosciences. Pourtant, si on prend la trame humaine, cette trame humaine qui est tissée de guerres, de royaumes ou d'empires qui naissent et qui s'effondrent, alors que retenons-nous? C'est ça la question. À peine quelques dates fixées par des événements catastrophiques. Allez-y savoir pourquoi. Pompéi, la destruction du Vésuve, enfin à cause, ou grâce, j'en sais rien, à cause, bien entendu, du Vésuve, 79 avant Jésus-Christ, avec la disparition, enfin en tout cas les cendres volcaniques qui viennent couvrir Pompéi, que l'on nomme, une histoire qui est connue par tout le monde, le tremblement de terre de Lisbonne, les éruptions, les volcans d'Islande qui causent une grande famine, les séismes de magnitude très importante, que ce soit à Sumatra ou au Japon,
Donc, pourquoi on se souvient de ça? Pourquoi se souvient-on de ces manifestations qui sont des manifestations géologiques, au-delà du fait qu'ils ont tout un impact dévastateur sur les populations? Leur point commun, c'est l'instantanéité. C'est ça qui est important dans l'histoire des datations. On retient, en tout cas au moins pour le cycle court qui est le nôtre, le temps court, pardon, et cyclique qui est le nôtre. Voilà ce que la mémoire humaine retient comme phénomène, parce que c'est quelque chose qui correspond à un instant T et à un phénomène et à un événement à un instant T. Alors, ce qui est important aussi, puisqu'on est dans le temps et dans le temps court et cyclique, c'est que notre corps, nous les humains, il est enregistreur du temps. Et ça, c'est hyper important. Moi, ces derniers temps-là, ça fait au moins 1 an et demi, 2 ans que je commence à collaborer avec des gens qui travaillent sur ces problématiques-là. Vous avez le tissu minéralisé des dents. Les dents, par exemple, sont des excellents enregistreurs de temps. Si vous prenez l'émail, la dentine radiculaire, le sément, tout ça, ça enregistre avec précision et de façon indélébile le rythme et la durée des développements de notre naissance et le processus de vieillissement, donc l'âge. Donc on revient toujours au temps. Et donc, si on prend le temps minéralisé, puisqu'une dent, c'est des phosphates de calcium, c'est de l'apatite, hein, c'est ce qu'on voit sur cette image. Vous avez l'image de gauche qui est une section tout simplement de l'émail de la couronne d'une molaire. Et si vous faites de l'histologie et vous faites des détails microscopiques de cette dent, vous pouvez avoir des informations juste invraisemblables. Si vous regardez sur la photo de droite, notamment avec le petit cercle, avec les petites flèches, qu'est-ce qu'on voit? On voit des striations obliques de l'émail. Ces striations obliques, ils nous donnent une idée sur la périodicité, donc le temps. Sauf que cette fois-ci, le temps, 24 heures. Vous vous rendez compte, on est vraiment dans le très court. Et donc, alors que l'intervalle de temps écoulé pour la déposition de l'émail, compris entre deux couches, la fameuse bande de Retzius indiquée par la flèche, par les flèches, est de 6 jours. Voilà. Donc, vous avez à la fois les 24 heures qui correspondent à chaque intervalle de temps, et vous avez entre les deux le temps qu'il faut pour mettre quelque chose, déposer quelque chose, ça prend 6 jours. Mais en tout cas, si on se base sur les striations obliques, on est capable de compter au jour près l'âge de l'individu qu'on est en train d'analyser. Donc, on mesure le temps. Et alors, on peut aller loin. Hein, on voyait ici l'instantané temporel minéralisé, c'est-à-dire vous avez l'empreinte de la naissance dans l'émail dentaire. Et c'est ce qu'on voit sur cette photographie, là, sur celle de gauche et celle de droite. Vous avez, en commençant par celle de gauche, eh bien, si vous prenez une dent que vous coupez, que vous regardez à l'échelle microscopique, vous avez l'émail, et dans l'émail, vous avez une partie de l'émail qui est prénatale, la postnatale, et avec un peu de chance, vous pouvez mettre le doigt sur la ligne néonatale. Et la ligne néonatale est identifiée grâce à une étude, ce qu'on appelle une étude histologique. Vous faites une coupe et vous la chopez. Et une fois que vous l'avez, par exemple ici dans une incisive centrale, eh bien, vous allez mettre le doigt sur le temps T0 de la naissance. Après, vous pouvez compter. Alors, le temps, c'est important. Pourquoi? Parce que si je prends ce cas-là et j'ouvre juste une petite parenthèse, dans certains cas de figure, on est capable de suivre à partir de la ligne néonatale, en suivant les stries et en faisant en parallèle des analyses, par exemple géochimiques, on est capable de connaître le régime alimentaire, on est capable de connaître l'âge du sevrage. On peut même voir s'il y a une mobilité des populations grâce à des analyses géochimiques, notamment les isotopes de strontium ou des choses comme ça. Donc, non seulement vous avez le temps, mais si vous surimposez sur ce temps-là d'autres types d'analyses, vous allez suivre dans ce temps-là l'évolution des conditions de vie de l'individu, s'il a connu des crises, par exemple, que vous êtes en train d'analyser. C'est ça qui est important dans cette histoire d'histologie, dans laquelle on intègre le temps, mais en même temps le mode de vie de l'individu. Donc, si on prend ce cas de figure-là, vous avez également les années enregistrées dans les racines dentaires. Ça porte un nom, c'est la sémantochronologie. Ah, pourquoi j'aborde tout ça? Parce que ce n'est pas commun de parler de ce genre de choses. On a l'habitude, on peut toujours, et ça va venir d'ailleurs, de parler des roches, des fossiles. Ça, c'est commun, on va le faire. Mais ça, c'est très rare et je tenais absolument à vous en parler parce que c'est important. Je vous donne un exemple. Si vous prenez l'alternance dans la déposition annuelle d'une bande claire et d'une bande sombre, si vous regardez, je ne sais pas si vous voyez la souris là, sur la partie droite, la photo de droite, vous allez voir des alternances. Vous avez une espèce de rythmicité, des rythmes plutôt
claires, les bandes claires, ça correspond à la partie estivale, la bande sombre hivernale. Dans le sémendentaire, au niveau du radiculaire, on voit ce rythme circannuel. Donc la sémantochronologie est juste invraisemblable parce que c'est une technique qui utilise cette alternance, par exemple, pour préciser l'âge au décès d'un individu ou documenter la saisonnalité de sa mort. Donc, vous voyez à quel point c'est important, même à l'échelle d'une dent, de bien analyser, bien diagnostiquer l'âge. Donc, une ligne d'incrément annuel égale à une paire d'anneaux sémentaires clairs et sombres. Donc voilà, si vous arrivez à les identifier, bah, vous avez l'année et vous avez en même temps les saisons. Ce genre de choses s'applique sur l'humain, sur l'individu ou sur, on peut le faire aussi sur des animaux, ce n'est pas la question. Eh bien, ça, vous allez voir, quand on va s'intéresser aux roches, on va arriver à ce genre de choses, mais avec d'autres méthodes et d'autres techniques. Alors, on va essayer de rendre le temps un peu plus lent, on va aller vers des temps un peu plus, ça reste toujours à l'échelle de centaines, dizaines ou millénaires. Et donc, le temps relativement court, figé dans le bois, la dendrochronologie, bah ça, je ne vous apprends rien, vous le savez déjà. L'exemple de la Californie, la forêt du Campo Pinus, 4000 ans, et vous avez la quantification des cernes de croissance. Bon, ça, vous le savez, un cerne, c'est un an, si c'est un chêne, et donc ils arrivent à aller jusqu'à 4000 ans. C'est une façon, c'est une méthode de datation. Ça peut donner une idée également sur, si j'ai bien compris les études récentes, on peut aussi suivre, par exemple, les périodes de crise, les périodes de développement de ces cernes. Donc, c'est intéressant de dater, mais en même temps, suivre l'évolution et les conditions, les modes de vie et le milieu dans lequel ont vécu cet arbre, ces végétaux. Alors, on va faire vieillir un tout petit peu notre système et on va commencer à aller vers des choses qui sont de plus en plus, on va dire, dans le concret de l'histoire de la Terre. Et donc, on va arriver à tous les débats qui a concerné depuis très longtemps l'âge de cette planète. Hein. D'abord, savoir si le révérend anglican qui nous propose la Terre a été créée le 23 octobre 4004 avant Jésus-Christ à 9 h du matin. Bon, bah, c'est libre à chacun d'y croire ou pas. Ou alors, on peut aussi poser la question à notre planétaire, est-ce que c'est plutôt le 23 octobre 4004 avant Jésus-Christ ou alors 4 milliards 567,9 milliards d'années. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, on va rentrer dans des temps très lents avec des débats qui partent d'un débat plutôt, on va dire, religieux vers un débat qui est plutôt scientifique et évidemment, ça a fait couler beaucoup d'encre pendant très longtemps. Et justement, alors, c'est ce que je vous présente ici, et il aurait fallu plus d'un siècle et demi, donc c'est beaucoup de temps, pour admettre l'idée de la profondeur du temps. Parce que ce n'était pas acquis. Hein, l'histoire l'a vraiment montré, et puis les expériences diverses et variées l'ont montré. Très difficile d'appréhender les temps et de penser que quand on vit, au max, on vit 100 ans, hein, on va dire, eh bien, de penser à des millions ou des milliards d'années, c'est pas évident. Donc, les premiers historiens de la Terre, on peut les appeler comme ça, comme le Danois Nicolas Steno, 17e, ont conçu l'histoire de la Terre comme une combinaison, c'est ça qui est très intéressant, de temps linéaire au sagittal ou du temps cyclique. Donc, ils ont conjugué des preuves, du moins le supposait-il, hein, tirées d'une observation de la nature, de l'enseignement des textes sacrés. Donc, vous voyez, on reste toujours un petit peu dans le religieux, toujours, on a été un petit peu encore influencé par ce côté religieux, mais voilà, on observe et on voit qu'il y a quand même du temps. Alors, on n'a pas peut-être la notion de temps au-delà peut-être de millénaires, mais on est vraiment sur des questions qui se posent. Et puis, on arrive à Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon, hein, voilà, début 18e, il va commencer à se poser des questions sérieuses et réaliser des expériences. Là, on rentre dans l'expérimental et on sort du dogme et on sort de la croyance, on va dire, et puis se poser la question concernant les temps longs. Et alors, à l'époque, pour faire une expérience comme celle-ci, on va se baser sur la durée de refroidissement de boulets de fer en prenant des diamètres différents. Et voilà, on essaye de faire des choses pour estimer que la Terre, quand elle a été formée au départ, elle était plutôt brûlante, elle était bouillonnante de magma, elle était chaude. Combien de temps il a fallu pour que ça se refroidisse?
l'idée de base, elle est pas complètement déplacée, mais au moins on commence à se poser, la réflexion commence. Et Buffon, avant ça, dans ses écrits, il donne un chiffre pour la première fois. Il nous parle de 75 000 ans, tout en tenant, en étant convaincu que l'âge de la planète devrait s'approcher, alors on va dire davantage, de 3 millions d'années. On est loin des 4 milliards 500, mais c'est un début et on est dans les temps lents et c'est pas, pour l'époque, c'est pas toujours, ça n'a pas été très facile ni évident. Donc l'âge de la planète Terre, c'est une vieille question de temps. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir, là, on va commencer début 19e, on va commencer à des choses, on va dire, plus concrètes et plus proches du domaine de la géologie. Et on a le fameux géologue britannique, le célèbre Charles Lyell, qui a beaucoup coopéré avec Darwin, qui va démontrer que l'étude des causes actuelles était la clé de la compréhension du passé. Ça s'appelle le principe de l'actualisme. Donc voilà, c'est lui qui a inventé ce truc-là. Enfin, en tout cas, il était parmi les pionniers sur le principe d'actualisme. Et on cite la figure qu'il donne dans son ouvrage des colonnes du temple de Sérapis près de Naples, dont les fûts portent à plusieurs mètres au-dessus du sol des incrustations de coquilles marines qui témoignent ainsi de la présence de la Méditerranée à une époque postérieure à l'époque romaine. Alors tout ça pour dire quoi? Avec l'étude du présent, Lyell montrait qu'il devenait possible de percer les limites du temps et de pénétrer dans l'épaisseur du temps de la Terre. On est loin des 4 milliards. Mais tout ça pour dire que c'est déjà bien, on a le fondement du principe de l'actualisme. Donc, il se base sur ce on voit aujourd'hui pour peut-être comprendre ce qui s'est passé avant. Et là, les choses commencent un tout petit peu à se préciser et ça avance, les choses avancent. Frédéric Soddy qui vient nous parler des isotopes. Donc, on commence à entendre, voir arriver des termes et des mots et des choses qu'on ne connaissait pas. Première démonstration expérimentale, qu'un élément radioactif peut avoir plusieurs masses atomiques sans modifier ses propriétés chimiques. On est dans les isotopes. Et que les éléments non radioactifs, certains éléments non radioactifs peuvent aussi avoir plusieurs isotopes. Donc là, la notion d'isotope, là, on se rapproche de l'objectif, du but, la notion d'isotope arrive. Alors pourquoi on parle d'isotope? Parce que vous avez un élément A, il a deux isotopes, et bien pour passer de l'un à l'autre, il faut du temps. Et donc la notion de temps arrive et elle s'impose. Elle peut être indélicat de demander son âge à notre mère Terre. Ça, c'est un ouvrage qui a été, c'est Holmes 1913 qui va commencer le premier à entrer dans la moderne géochronologie. Il va appliquer pour la première fois la méthode, ça c'est extraordinaire, uranium 238, plan 206. Donc on commence à s'intéresser à la datation, à l'âge des roches, et entre 1913 et 1927, il va estimer un âge autour d'1,3 milliard vers 1,6 milliard. Bon, ça, c'est extraordinaire. C'est ce qu'il nous propose. Mais les travaux ont continué grâce à Claire Patterson. Alors, Claire Patterson, il a eu la bonne idée de travailler sur une météorite qui est venue percuter notre chère planète. Et les recherches menées par Holmes sont ensuite développées, enfin, son prédécesseur développé par Patterson en 1956. Et dans cette météorite qui a été trouvée dans le canyon de Diablo aux États-Unis, eh bien, elle a permis d'avoir un âge aux alentours de 4 milliards 550, plus ou moins 70 millions d'années. Alors évidemment, la marge d'erreur paraît énorme, mais c'est quoi 70 millions d'années par rapport à 4 milliards 500? Donc là, on n'est plus dans les quelques millions, le 1 milliard, on n'est plus dans ces chiffres-là, on a franchi un palier, et là, vraiment, c'est quelque chose qui va complètement changer notre vision de ce que c'est l'âge, ou en tout cas l'histoire de cette planète Terre. Alors, quand on parle d'isotopes, je ne vais pas trop entrer dans le détail. Je voulais juste vous donner quelques éléments d'information, mais je pense que pour certains au moins, vous les connaissez. Les méthodes de datation radiométrique, ce qu'on appelle les datations absolues ou la radiochronologie, évidemment, pour chercher ces éléments chimiques qui sont radioactifs, il va falloir aller les trouver dans les minéraux. Donc, on va dater des minéraux. Dedans, on va trouver ces éléments-là. Dans ces minéraux, il va y avoir des éléments radioactifs dont on parlera tout à l'heure. Donc, pour chaque élément utilisé
la méthode qu'on va appliquer, elle va se baser sur la décroissance, parce que quand il va changer de masse atomique, ben, il change. Et donc, il change en produisant peut-être un autre élément, passant par des étapes intermédiaires, on verra un cas tout à l'heure. Et cette désintégration radioactive arrive à un moment, ça s'appelle la période de la demi-vie. Avant la fin, enfin au milieu, c'est là, on appelle ce T. T, c'est la période de demi-vie. Tandis que celle-ci s'est produite, c'est-à-dire le A va donner le B, à la mi-vie, on a un âge, et en fait, ça continue jusqu'au bout. Et le A qui était A va devenir B, entre les deux, il y a une zone de transition. Donc, vous passez de l'uranium au plomb, par exemple, eh bien, pendant ce temps-là, il y a tout un tas d'éléments autres qui vont apparaître. Je vous les montrerai tout à l'heure. Donc, au cours de ce processus, vous avez un isotope radioactif, c'est-à-dire le A, le père, le parent, qui se désintègre pour se transformer en fils, on appelle ça rejetant, à une vitesse fixe T. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui se produit naturellement, certainement dans les minéraux. On parlera de ça juste après. Et chaque type d'isotope radioactif a une demi-vie, c'est ce que je disais auparavant, caractéristique qui ne modifie ni la température, ni la pression, ni aucune autre variable environnementale. C'est ça que je trouve extraordinaire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui permet d'avoir les datations précises, comme c'est le cas ici, par exemple. Vous voyez que sur l'axe vous avez la durée sur l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées, vous avez la proportion de l'isotope. L'isotope pair, ça peut être l'uranium, par exemple. Après, il va y avoir des isotopes fils, les produits. Et quand on arrive à la durée, ce qu'on appelle la durée de demi-vie, eh bien, bah là, ça correspond à l'âge qu'on souhaite avoir. Donc, le temps T0, vous avez 100% de parents. Le temps T vous avez pratiquement 0%. Il peut s'écouler 18 milliards d'années pour faire tout ça. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui va se passer sur, ici, la demi-vie. C'est ça qui correspond vraiment à l'âge l'âge que nous cherchons. Donc, vous avez une transformation par désintégration de l'uranium 238 en plan 206. Voilà. Et vous avez un âge de 4,5 milliards d'années. Alors, le temps, évidemment, nécessaire pour que la moitié du stock initial, l'élément parent d'un isotope radioactif, se désintègre, eh bien, c'est ça que nous allons mesurer à travers les analyses des minéraux et qu'on va aborder juste après. Alors, selon l'isotope, ça dépend, hein, ce temps peut varier d'une milliseconde à des millions ou des milliards d'années. Ça dépend de quel isotope on parle. Alors, si vous prenez le cas, par exemple, toujours de l'uranium, je prends l'uranium parce que c'est dont on parle souvent vers le plan, eh bien, vous passez de l'uranium vers le plan, vous voyez tous les éléments intermédiaires. Avant de se transformer en isotope stable, plan 206, l'uranium 238 va produire par des intégrations différents isotopes comme stade intermédiaire. Ben, vous partez de l'uranium, vous avez le thorium, le radium, le radon, le polonium, etc., jusqu'au bout. Et c'est ça le cheminement. On ne passe pas de l'uranium au plomb comme ça. Il y a tout un tas d'isotopes fils qui vont se positionner entre deux. Ce que vous voyez ici, c'est juste quelques exemples d'éléments chimiques que vous connaissez au moins en partie. Et quand ils se transforment, par exemple, le thorium-plomb, ben, vous voyez, il faut 14 milliards d'années pour faire tout ça, pour faire une transformation thorium-plomb. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est la période demi-vie. Ça dépend quel élément. Et en fait, l'élément, vous le choisissez si vous voulez, mais il y a des éléments qui sont plutôt plus fréquents dans la nature que d'autres. C'est pour ça que l'uranium, par exemple, il va nous permettre, grâce à sa présence assez fréquente, assez régulière dans les zircons, voilà, de dater. Pourquoi? Parce que lors de sa formation, une certaine quantité de ce zirconium peut être substituée par l'uranium. Voilà. Donc, c'est-à-dire au fur et à mesure que notre zircon se forme, à la place du zirconium, hop, on chope l'uranium. Donc, ça donne une idée précise sur le moment de la formation de ce zircon, ce qui rend les zircons très utiles pour les datations. Voilà. Donc, au moment où le minéral cristallise, il incorpore de l'uranium, mais pas de plomb. Donc ça, c'est vraiment formidable. Donc on n'a pas besoin de plomb, parce que sinon ça viendra polluer notre système. L'uranium va donc commencer à se désintégrer, parce que c'est un élément radioactif, et on va déterminer le rapport plomb sur uranium, c'est-à-dire le rejetant parent.
Et on peut donc calculer combien de temps a eu lieu la désintégration et en d'autres termes, quand le zircon a cristallisé. Comme il a cristallisé en même temps que le granit, c'est le cas du granit, qui le contient, on obtient un âge précis de la formation de cette roche. C'est ça qui est extraordinaire. Donc à ce jour, les plus vieux zircons connus aujourd'hui remontent à 4,4, 4,3 milliards d'années, soit environ 200 millions d'années après la formation de la planète Terre. C'est pour ça que les zircons sont très recherchés pour les datations géochronologiques absolues. Donc un des endroits les plus célèbres au monde qui nous ont livré des zircons, c'est les Jack Hills en Australie occidentale. Et donc, ces zircons abondants dans des métaconglomérats, des conglomérats métamorphiques, hein, sont des sédiments, des roches sédimentaires métamorphisées, là. Et puis, les zircons abondants dans cette roche, et on les trouve également dans les granites, bien entendu, mais peuvent se former dans un magma lié à un impact de météorite aussi. Donc, on ne le trouve pas que là. Et alors, les résultats qui ont été obtenus, publiés dans Nature en 2001, dans les zircons de Jack Hills, une partie de ce zircon 2 à 10% donne un âge de 4 milliards d'années, plus de 4 milliards d'années, et puis le reste donne un âge entre 3 et 4 milliards d'années. Donc voilà. Donc on a du zircon qui a survécu à la surface de la Terre archéenne plus d'1 milliard d'années. Voilà. Jack Hill, c'est l'endroit en Australie occidentale qui a livré les zircons qui nous ont donné l'âge le plus ancien qu'on connaît sur Terre. Alors, comme je le disais juste avant, pardon, je fais une petite marche arrière, ils peuvent se former dans un magma lié à un impact de météorite. Alors, ça tombe bien parce que, attends, voilà, hop, je fais marche arrière, si je peux. Si on prend par exemple un bolide extraterrestre qui vient percuter notre planète, si vous voulez savoir à quel moment il l'a percuté, il y a moyen de le savoir. Vous avez un chronomètre, par exemple, la limite Crétacé-Tertiaire, mais il y en avait plein de bolides au Protérozoïque également qui ont percuté notre planète. Et donc, le chronomètre potassium-argon, voilà encore des éléments qui sont des éléments de datation assez précis. Donc, la demi-vie à 1,3 milliard d'années d'une roche est réinitialisée. À ce moment-là, quand vous prenez par exemple le stock en argon 40, alors c'est un isotope qui va être effacé, et le rapport isotopique rejeton sur parent, remis à zéro, permettra de dater avec précision l'âge de la formation du cratère. Tout ça pour dire, quand le cratère est créé par ce choc, percuté par le bolide, tout est réinitialisé et on repart à zéro. Et donc, si on vient pour mesurer les isotopes de potassium-argon sur l'impact, au niveau de l'impact, on aura l'âge de l'impact que nous avons, comme c'est le cas ici, c'est un cratère en Australie, qui a été daté, c'est un Science qui a été publié en 2016, de 142 millions d'années. Donc, si vous voulez, même si ça tape sur des roches qui sont beaucoup plus anciennes, ce n'est pas très grave parce que tout le chronomètre va être réinitialisé et vous aurez l'âge de l'impact. Alors maintenant, on va aller vers alors, on quitte le milliard, là, on va entrer dans les milliers, on va attaquer ce que vous connaissez, le carbone 14. Alors, le carbone 14, sans paradoxe, malgré le fait qu'il ne soit pas dosable au-delà de 50 000 ans, parce que le carbone 14, on va l'utiliser, c'est essentiellement utilisé par les archéogéologues, essentiellement, et pour dater des choses qui sont aux alentours de 50 000 ans, mais on n'ira pas au-delà. Mais il existe encore, en effet, il échappe à la règle de la radioactivité éteinte, car son stock est constamment renouvelé, c'est ça qui est important. Il est renouvelé dans l'atmosphère par les interactions entre les rayonnements cosmiques et l'azote. Et en fait, après la mort d'un organisme, par exemple, vous avez une décroissance de carbone 14 et qui va se transformer en azote 14. Donc, ce processus ne peut être mesuré qu'à partir de la mort du sujet, car il n'y a plus de renouvellement de C14. La moitié des atomes de C14 aura disparu en 5530. Donc, tout ça pour dire que on peut utiliser l'uranium plomb, on peut utiliser le potassium argon, on peut utiliser samarium iodine, on peut utiliser toutes les méthodes qui nous donnent des milliards, parfait. Après, ou des millions, ça dépend ce qu'on veut faire, mais on peut aussi dater des choses, enfin des opérations, des objets ou ce qu'on veut, qui sont beaucoup plus récents, jusqu'à 50 millions. Au-delà, c'est pas, pour le carbone en tout cas carbone 14, on ne peut pas aller au-delà. Alors, les méthodes que je présente là, désolé, il y a un peu de texte, mais ce n'est pas très grave, c'est juste pour vous les présenter et qu'on sache que ça existe. Moi, je les ai vus pratiqués par les collègues qui sont plutôt des archéologues
et les archéologues, et ça leur permet de dater. Ils ont des fenêtres temporelles aux alentours de 5 millions, voire 1 million d'années. Voilà, tout simplement. Et j'utilise par exemple tout ce qui est lié au beryllium 10, hein, donc ce qu'on appelle les nucléides cosmogéniques, qui sont des isotopes rares créés par un rayonnement cosmique de haute énergie et qui interagit avec le noyau d'un atome. Donc, si vous voulez, moi je connais des équipes qui utilisent ça parce que bah, le sujet s'apprête. Et donc, ces éléments, on va les retrouver dans l'atmosphère, dans les roches, dans les sols. Et connaissant leur taux de production, on va mesurer leur concentration qui va nous permettre de déterminer le début de l'exposition. Voilà. Vous avez un fossile sur un terrain désertique ou quoi, à un moment ou à un autre, il va se trouver en surface et ben, il va commencer à prendre les rayonnements cosmiques et donc il va y avoir des interactions entre ce fossile et les rayonnements cosmiques. Et si dedans vous avez du beryllium, ce qui est fort probable, eh bien vous allez pouvoir le temps d'exposition, vous aurez le temps d'exposition, vous n'aurez pas le temps d'enfouissement. Attention, c'est ça qui est quand même délicat dans cette histoire. Ça vous donne un âge, mais attention, c'est l'âge de l'exposition au rayonnement cosmique. Donc vous n'avez pas d'idée sur l'âge que le fossile a passé enfoui sous le sédiment. J'ai vu également une autre technique qui est celle de la luminescence stimulée optiquement. Alors là, on a une fenêtre autour du million, hein, donc voilà. Et alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que, en fait, la plupart des cristaux émettent de la lumière lorsqu'ils sont stimulés. Donc, l'intensité va dépendre de la radioactivité du milieu, du temps d'irradiation. Donc, ça dépend du temps que votre minéral a été exposé à cette radioactivité naturelle. Et donc, vous avez un chronomètre. Le chronomètre est remis à zéro quand le cristal est chauffé. Donc, il mesure, il chauffe et ça remet à zéro, supérieur à 500 degrés, ou exposé à une lumière intense. Ces techniques nommées ESL, elles permettent de dater la dernière exposition des minéraux à la lumière avant leur enfouissement. Alors ça intéresse énormément les archéologues et ils utilisent ça pour pouvoir dater. Moi, j'ai vu ça, par exemple, dans des grottes où ils ont trouvé des restes humains ou des restes de faune, etc. Donc, voilà. Toujours dans ce registre du million d'années, il y a une autre technique qui s'appelle la résonance de spin électronique. Pareil, c'est une méthode qui fonctionne sur les mêmes principes que la thermoluminescence, mais ils utilisent les propriétés magnétiques des minéraux. Voilà. Donc, cette méthode mesure la dose totale de radiation reçue depuis leur enfouissement par des matériaux riches en, par exemple, les carbonates, les silicates, etc., les os, les coquilles, les émails dentaires, les grains de quartz, tous ces matériaux-là, ils s'apprêtent parfaitement à ce genre de technique. Et donc, les collègues qui bossent sur ces problématiques-là, eh bien, ils utilisent ces techniques et ça va très bien. Alors maintenant, on va résumer tout ça. On va visualiser le temps et c'est là où ça devient très intéressant. Donc, soit on peut le visualiser avec un calendrier annuel, hein, on est de janvier à décembre, pour te donner une idée, ou on peut le mettre en 24 heures, on peut le mettre sous forme de cercle comme celui-ci. On a le choix de faire ce qu'on veut. Alors, on peut prendre ce qu'on veut comme exemple. Si je prends le calendrier annuel, vous voyez, le premier jour de la formation de la Terre, on va dire, c'est le 1er janvier, hein, d'accord? Et donc, vous voyez, au mois de février, vous avez les terrains les plus anciens connus, formation de première croûte, on va dire. La vie primitive, les bactéries, vers les 3,5 milliards, c'est quelque part ici, on est en mars. Et donc, je vais faire un petit saut jusqu'au mois de novembre, et là, je vais entrer dans tout ce qui est phanérozoïque. Voilà, donc je rentre dans l'ère phanérozoïque avec la mise en place des animaux, etc., etc. Vous voyez quand est-ce que ça arrive par rapport au calendrier. Donc le précambrien, pardon, ce que vous voyez ici en mauve, ça occupe une grande partie de l'histoire de la Terre, de l'histoire de la vie. Alors, on peut le voir également ici d'une manière assez simple, pareil, hein, le T0 est ici à droite. Vous avez les premières prokaryotes bactéries, 3,5 milliards d'années. Tout ça, c'est le protérozoïque. Et vous voyez, jusqu'à le Cambrien, on va démarrer quelque part ici, aux alentours de 540 millions d'années. Mais vous voyez ce que je veux dire, le phanérozoïque, d'une manière générale, depuis le Cambrien, qu'est-ce que ça représente à l'échelle de toute la planète, de toute l'histoire de la planète Terre? 4,5 milliards d'années, 540 millions d'années ou 550 millions d'années. Vous voyez bien que tout ce qui va se développer en termes de ce qui était considéré par avant
comme étant le début d'une émergence d'une vie complexe, c'est plus le cas aujourd'hui, eh bien, ça se limite à pas grand-chose, vous voyez. Donc, on est vraiment. Alors après, si on prend les humains, c'est encore moins. On est encore moins que rien. Vous voyez, on est par rapport à peine le petit trait marrant, et encore, c'est un peu exagéré. Et ici, vous avez les eucaryotes multicellulaires vers les 2 milliards. Donc, depuis le T0, l'histoire de la Terre pourrait être comprimée en une période de 12 mois ou bien 24 heures, comme on veut. Mais vous voyez bien que c'est quand même des temps longs. Alors, après, quand on arrive à l'échelle chronostratigraphique, une fois on a daté les choses, etc., ben, on a différentes terminologies. Ce qu'on appelle ion, ben, c'est le phanérozoïque, l'air, c'est le mésozoïque, le système, c'est le jurassique, la série, c'est le miocène, et si on prend l'étage, ça peut être le maastrichtien. Donc ça, c'est les termes classiques. Et ce que vous voyez en face avec différentes couleurs, ben, ce sont les étages géologiques définis avec des dates, des datations, et vous avez de temps en temps des petits clous. Là, ça correspond à des stratotypes, on en parlera un petit peu après. Mais vous voyez bien que l'objectif au final, c'est d'arriver à dater les périodes, les intervalles de temps géologique. Alors, j'ai évoqué le stratotype. Le stratotype, bah, vous voyez, c'est ce petit clou-là qu'on fixe ici. Un stratotype, c'est quoi? C'est une subdivision d'une série géologique définie par une base chronostratigraphique. Voilà, ça c'est important. Donc l'affleurement de référence, si je prends ma région, là je suis à Poitiers, Thouars c'est à 60 km d'ici, on a le Thouarsien, on a le stratotype du Thouarsien. Donc c'est un affleurement de référence de chaque identifié par son point stratotypique mondial. Voilà, on en a plein en France, hein, des stratotypes, où on utilise également Global Boundary Stratotype Section and Point, c'est le GSSSP. Donc c'est ce que vous voyez ici sur ma droite, et qui précise les limites entre deux étages géologiques. Voilà. Donc ça, on a une précision clairement identifiée, chronostratigraphique, qui correspond à un étage. Et vous voyez sur ma gauche le bassin de Paris d'après Cuvier. Alors vous voyez, c'est 1831. Donc, il dessine des couches, 1831, on n'a pas encore d'idée sur les datations qu'on a aujourd'hui. Et donc, c'est un schéma magnifique d'un dessin qui a été fait par Cuvier et Tal en 1831, sans connaître encore dans le détail la chronostratigraphie en face. Alors, si on prend aussi le temps passe, mais les milieux aussi. Voilà, donc on ne peut pas parler de temps sans parler des changements environnementaux. Donc on peut avoir, par exemple, si on prend le Pliocène il y a 3 millions d'années, ce qui se passe, on est dans des environnements qui sont comme ça. On est dans un fjord au Canada, hein, arctique, c'est un Nature qui a été publié en 2015. Si vous prenez l'actuel, ça correspond à ça. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que, on le prend dans l'autre sens, du Pliocène, Pléistocène, Holocène, voilà, on a des changements. On a du temps qui passe, mais on a un changement environnemental. Et ce changement environnemental, il va s'opérer avec le climat qui change probablement, les températures, etc. Et donc, ça va aussi être vu au niveau de l'environnement. Donc, le temps passe, mais les milieux changent. Et donc, on va le voir ici, par exemple. Vous voyez ici, on est sur des couches qui sont stratifiées. Bon, la base, vous la connaissez, elle est dans le delta. Le milieu, c'est le marécage. Et puis, vous arrivez vers l'époque récente où vous allez avoir du lacustre. Donc, le registre sédimentaire, c'est l'évolution des milieux à travers les temps. Donc, vous, si vous êtes géologue, vous arrivez, vous échantillonnez le sédiment. Bon, vous trouvez dedans des fossiles ou pas. Et vous posez la question de quel âge s'agit-il? Voilà, dans ce cas-là, c'est au petit bonheur la chance. Vous avez les éléments pour dater et vous datez avec les techniques et les méthodes dont je parlais tout à l'heure. Et j'en ai mentionné que quelques-unes, il y en a d'autres. Ou alors vous ne les avez pas, et là, c'est compliqué, il va falloir corréler, etc., etc. Donc la question de datation est importante, elle est capitale. Et donc on date le sédiment, on peut dater le fossile aussi, hein, qui en fait on le date à travers son sédiment, parce que le fossile il est pris dans un encaissant, et c'est l'encaissant qui va nous donner l'âge du fossile. Alors, dans le cas des ammonites, bah, évidemment, les gens qui sont spécialistes de ça, ou des foraminifères ou quoi, ou des conodontes, bon, ils peuvent mettre un âge en face. Mais pourquoi? Parce que déjà, auparavant, il y a un âge chronostratique qui a été identifié. Ce n'est pas le conodonte lui-même qui va donner l'âge, c'est parce qu'on sait déjà qu'à cet endroit-là, ou par corrélation, on avait du zircon, des cendres volcaniques qui ont livré des choses qui ont permis de dater. Donc, on a besoin de connaître le temps impérativement pour pouvoir comprendre l'évolution des milieux à travers les temps géologiques.
Alors justement, voilà, on arrive à, on va dire, ce qu'on appelle vulgairement, pardon le terme, excusez-moi, hop, la biostratigraphie, hein, donc on se base sur les fossiles. Donc là, vous avez une étude de succession de dépôts sédimentaires généralement arrangés en couches. Bon, ça, c'est la stratigraphie, hein, c'est quelque chose maintenant d'assez commun. Ça permet d'avoir des âges. Évidemment, ben, ce n'est pas la précision d'une radio, ou d'une géo, ou d'une chronostratigraphie. Donc ça permet d'établir une chronologie relative, pas absolue. On a l'utilisation raisonnée de deux principes pour comprendre ce qui se passe, soit le principe de continuité, une même couche à le même âge, surtout tous en étendue, où vous avez le principe de superposition, vous avez deux couches superposées, non renversées par la tectonique, la plus basse et la plus ancienne. Donc ça, c'est les B.A.B.A., le B.A.B.A. de ce qu'on connaît dans ce qu'on appelle les biomarqueurs, les éléments paléontologiques, enfin fossiles, qui permettent d'avoir un âge. Alors, c'est la stratigraphie dynamique de la dynamique géologique et la chronologie relative des événements. Alors, c'est pas toujours facile, hein, c'est ça le truc. C'est pas toujours évident. On est, pardon, je fais marche arrière. C'est pas toujours évident parce que bah, les couches sont pas toujours aussi continues que ça. Donc, il peut y avoir bah, du temps qui disparaît parce que bah, vous avez, ça se biseaute ou alors ça s'érode. Donc, les biomarqueurs en question, il y a un moment, on ne les trouve plus quand on se déplace latéralement. Donc, on est obligé de faire attention à cela pour qu'on puisse faire attention, qu'on ne raconte pas des histoires, parce que les couches où vous allez trouver, je vais dire n'importe quoi, des ammonites qui sont des très bons marqueurs biochrono, eh bien, vous vous déplacez latéralement de quelques kilomètres, ben, cette couche qui contient, ben, la trouvez plus. Et ben, vous allez faire quoi? Donc, on est obligé à ce moment-là d'aller chercher les intervalles de temps qui sont superposés de part et d'autre pour pouvoir corréler et essayer. Vous voyez, par exemple, ici, sur la droite, vous voyez deux points d'interrogation et en face, vous avez une surface d'érosion. Tout simplement parce que la couche qui est ici, bah, elle a disparu. Elle a été probablement érodée. Ou, voilà, donc du coup, bah, on manque d'informations. Alors, il y a aussi la stratigraphie dynamique, géologique, chronologie relative. Alors, ça correspond à quoi tout ça? Ça correspond à des phénomènes secondaires qui vont venir se surimposer par rapport à la géologie, à la stratigraphie initiale. Exemple, les failles, exemple, les glissements, enfin les failles, oui, mais aussi les dikes, etc. Donc, à nous d'identifier les différentes, vous voyez ici, magnifiques dikes, plusieurs dikes d'ailleurs qui se superposent, les plissements qui se mettent en place, c'est-à-dire dans un contexte stratigraphique chamboulé, c'est le cas de le dire, vous voyez ici, vous avez un magnifique dike qui sort, eh bien, il va falloir placer les événements et les classer étape par étape en fonction bah, des données dont vous disposez sur les couches avant plissement et avant qu'elles soient traversées par les dikes. Alors, ce schéma est très classique, très basique, vous le trouverez partout. Voilà, donc c'est un schéma qui nous raconte juste et qui résume en fait ce que je viens de raconter. Au début, on a un contexte marin avec un dépôt de couches A, B, C. Ça se dépose, ça superpose, aucun souci. On arrive à un deuxième stade où on pourrait avoir des intrusions, ce n'est pas interdit, donc c'est un événement qui peut arriver plus tard. C'est le cas ici également, donc on a des couches qui vont être traversées par des trucs. Il peut y avoir également des plissements. Les couches peuvent être plissées par l'événement tectonique et traversées par des dikes. Donc, c'est ce côté tectonique qui vient se surimposer par rapport à une stratification initialement horizontale et derrière, vous faites traverser des dikes, eh bien ça, c'est des choses qui doivent être impérativement placées dans le temps. Ils ne peuvent être placés dans le temps que quand on a une idée précise sur l'âge, sur la chronologie avant plissement et avant traversée par des dikes et par des couches et par des phénomènes secondaires. Alors, un des exemples les plus célèbres, c'est le cas du canyon, là, aux États-Unis. Vous avez un empilement de couches métamorphiques qui sont datées de 2 milliards, on le voit très bien ici au fond de la vallée. Et ils sont superposés surmontés par une couche horizontale avec une belle discordance angulaire. Et bien voilà, on a le Grand Canyon d'Arizona, bon, il est très connu, très célèbre. Alors, beaucoup de travaux là-dessus hein, qui ont été effectués pour comprendre un petit peu comment tout ça a été mis en place. Sur ce schéma-là, bah, vous voyez les différentes périodes. Vous voyez ici, c'est très chamboulé, hein, donc c'est la partie 1 avec tout ce qui est lié au métamorphisme. Et par la suite,
vous avez une période d'érosion qui vient ici avec une discordance angulaire, et puis le Grand Canyon va avant qu'il soit Grand Canyon aujourd'hui, hein, il y a d'abord des dépôts, l'érosion viendra plus tard, discordance angulaire avec des surfaces d'éravinement et une sédimentation de ce qui est tout à fait naturel. Donc, un premier dépôt avec des successions de couches, formation massive de roches métamorphiques, des roches intrusives, de soulèvements. Donc, les roches sédimentaires qu'on a dans ce fameux canyon témoignent du temps qu'ont pris les sédiments à se déposer. Ça a pris du temps. Hein. Les roches intrusives représentent des événements ponctuels. Donc, c'est du temps, on va dire, entre guillemets, court. Hein. Et puis, les surfaces de ravinement et les discordances représentent du temps où le dépôt a été érodé. Les dépôts ont été érodés. Donc, il y a toujours du temps dans cette histoire, hein, mais du temps qui peut être lié soit à des intrusions ou à de l'érosion. Donc, tout ça, ça fait partie de ce système. Alors, juste ce que vous voyez ici, c'est une petite image, on va dire, artistique publiée dans Science en 2008, parce que toujours dans le registre temps, la question quand et combien de temps le Grand Canyon s'est-il creusé, c'est important, il suffit des discussions depuis 150 ans. Hein. Donc, voilà. Donc, sur la base de données thermochronométriques, on va dire, des roches à la base du canyon permettent désormais de préciser l'histoire et la dynamique de sites incésions géantes. À la différence des modèles, c'est ça que je trouvais intéressant, mais ça c'est grâce à l'évolution des techniques, qui suggérait une action érosive de 5 à 6 millions d'années, les 5-6 derniers millions d'années. Il apparaît que le canyon a été creusé il y a 50 à 70 millions d'années, que les récifs d'érosion ont varié selon sa topographie. Donc ça change complètement tout. Hein. On n'est plus dans 5-6 millions, on est plutôt dans 70 à 50 millions d'années. C'est plus la même histoire. Et pourquoi? Parce que les techniques de datation évoluent considérablement au fil du temps. Alors, là, le temps enregistre. Alors, les fossiles, évidemment, on ne peut pas ne pas parler des fossiles. Hein, ça c'est une évidence. Hein, et c'est quand on n'a pas de zircon, quand on n'a pas d'éléments pour faire de la géochronologie, les temps sont enregistrés. C'est ce qu'on appelle la biochronologie, la biostratigraphie. Et dans ce cas-là, on fait une étude comparée du contenu fossilifère des couches géologiques. Bon, ça, je ne vous apprends rien. Et puis, vous avez des fossiles qui sont plutôt des fossiles, ce qu'on appelle les méthodes de fossiles pilotes. Hein. On utilise un fossile à courte durée de vie. Donc, c'est une couche contenant un de ces fossiles-là qui pourra être daté avec assez de précision. Donc, ça c'est très important parce qu'on sait que ça vit que cet intervalle de temps-là. Ça, c'est un super fossile, un bon dateur. Et puis, vous avez aussi la méthode des assemblages. Quand vous êtes amené à regarder plusieurs types, plusieurs espèces, ça prend en compte l'ensemble des fossiles que vous allez rencontrer dans une couche donnée. Pas seulement un, parce que peut-être que ça ne suffit pas et ce n'est pas assez précis. Et puis, vous avez la méthode de ce qu'on appelle la lignée évolutive, où vous avez les recherches paléontologiques, ils ont mis ça, ce qu'on appelle la lignée évolutive, souvent sur des courtes durées de temps, dans ce qu'on voit dans l'image, par exemple AD à gauche. Donc, si vous voulez, là, le problème, il se pose parce que ce n'est pas évident pour pouvoir dater ces périodes-là, parce que les conodontes, ils sont très, très forts, très puissants pour dater, mais ce n'est pas toujours bien conservé, ce n'est pas toujours évident. Donc, il faut s'appuyer sur ce qu'on appelle les méthodes de lignée évolutive. Bien, donc l'horloge moléculaire, qu'on ne peut pas parler du temps sans parler de l'horloge moléculaire. C'est important, pourquoi? Parce que l'horloge moléculaire, c'est une technique pour estimer l'intervalle chronologique d'apparition, de divergence d'un groupe d'organismes. Voilà, donc ça c'est important, vivants ou désormais disparus. Donc comprenant un ancêtre comme en commun, voilà, et toutes ses descendances, qu'on appelle le clade ou la branche. Donc le calcul de ce qu'on appelle le calcul de temps d'apparition et de divergence de clade, ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que on a besoin de connaître le taux de mutation, le passage d'un gène A vers un gène B. On sait dans combien de temps on a besoin pour faire cette mutation génétique. Donc théoriquement, ceci permet d'établir une échelle d'ordonnancement des liens, des taxons entre eux. Voilà, ça s'appuie sur l'hypothèse de la mutation génétique accumulée et conservée. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel les biologistes bossent énormément. Donc la plupart sont neutres. Ça s'accumule dans un génome à un rythme quasi constant. Ça s'appelle le taux de mutation. Donc voilà, donc ça c'est sur le schéma que vous voyez ici de 400 millions d'années à 419 à aujourd'hui. On imagine que le passage d'une espèce à l'autre se fait par des mutations
Et donc, les biologistes sont capables, grâce à des modèles, à identifier le temps nécessaire pour calculer le taux de mutation, donc du temps. Alors, je vous montre cette image. On en fera ce qu'on voudra. Vous avez ici la bibliothèque qu'on appelle la bibliothèque des primates. Oh, pardon. Alors, on est presque au bout. Donc, dans cette bibliothèque, vous avez un livre, c'est une espèce de l'ordre des primates. Et chaque livre contient un pourcentage élevé de mots qui se trouvent aussi dans d'autres livres. Tout ça pour dire qu'un livre, c'est un individu dans lequel il y a beaucoup de mots. Le mot, c'est les gènes. Et chacun, voilà, on a beaucoup de gènes. On a un pourcentage énorme de gènes et c'est tout à fait normal. Alors, le genre Homo, que ce soit Sapiens, que ça soit Erectus, soit tout ce que vous voulez, le genre Pan, c'est ce qui correspond au chimpanzé, par exemple. Eh bien, le pourcentage, évidemment, diminue si on compare le contenu des livres de la bibliothèque des primates à celui de la bibliothèque des carnivores. Ce n'est pas la même chose. Par contre, dans la bibliothèque des primates, le livre Homo partage le nombre d'Homo le plus élevé. C'est-à-dire, entre nous et le singe, on a 98% de gènes en commun. Donc, on partage énormément de gènes avec. Et donc, en fait, la question qui est très intéressante, bon, le chiffre, il est là. Hein. Donc, si les mots imprimés dans les livres Homo sont 3,2 milliards, de gènes, moins de 35 000 seulement nous distinguent de ces gens-là. Donc, si vous voulez, la séparation entre la lignée humaine et les chimpanzés a été calculée, Nature, c'est un Nature 2025, aux alentours de 5,5 à 6,3 millions d'années. C'est-à-dire, à cet intervalle de temps, sur la base des taux de mutation génétique, donc du temps, on arrive à calculer le temps nécessaire pour faire la distinction entre la lignée humaine et la lignée des chimpanzés. Donc, le célèbre personnage en face de vous qui s'appelle Svante Pabo, dernier prix Nobel de la paléogénétique, hein, dans son intervention au Collège de France, j'en parle parce que c'est vraiment extraordinaire ce qu'il fait ce monsieur-là. Il est du Max Planck Institute à Leipzig en Allemagne. Il explique que l'ADN, l'analyse de l'ADN nucléaire, extrait des restes fossiles, permet de déterminer avec une bonne approximation le lien de parenté avec nos ancêtres. Et donc, l'Homo sapiens archaïque, le néandertalien, le denisovien, et vous voyez, la chronologie et l'échange génétique et celle de l'extinction de certaines lignées évolutives ont pu révéler l'identité possible des arrière-grands-pères. C'est-à-dire que la datation se fait sur la base de mutations génétiques, c'est très important, et ça nous permet même de savoir à quel moment nous, on a pu se distinguer, enfin nous les Homo sapiens par rapport aux chimpanzés, et grâce aux travaux, entre autres, de ce monsieur qui est en face de vous et qui est vraiment quelqu'un d'extrêmement important. Voilà, donc écoute Anne, moi je suis arrivé au bout de ce que j'ai à dire et puis on ouvre le bal des questions. Merci beaucoup, Abder. Je crois que tu voulais quand même parler de ton projet Darwin. Oui, pardon, désolé, je voulais parler de moi, alors je ne sais pas pourquoi j'ai diapositive, je voulais parler de moi, je l'ai dit au départ et je le dis à la fin, je prends juste 2 minutes pour vous en parler, peut-être 3. Alors c'est un projet qui en fait consiste à faire de la diffusion de la culture scientifique et technique avec les lycées-collèges. Je m'explique. Sur le terrain, on fait 3 missions de terrain, les 3 missions sont à l'étranger, sur 3 thématiques différentes. Le volcanisme, par exemple, les origines de la vie et les dinosaures. Je prends cette thématique. Et pendant chaque mission, on a 5 heures de direct. Alors, les 5 heures, ils sont répartis sur 3 jours. Les collègues, les profs des lycées-collèges se positionnent sur ces créneaux. Ils nous suivent en direct dans leur classe. Ça leur coûte une connexion Internet. C'est tout. Le reste, tout ce qui est lié aux liaisons satellitaires, etc., avec mes collègues, je ne suis pas seul, je suis accompagné d'une équipe audiovisuelle sur le terrain. Alors ce projet, pourquoi ça, certains le connaissent, d'autres pas, parce que c'est un projet qui au départ a été initié ici au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine, seulement la région Nouvelle-Aquitaine. Mais on a ouvert à d'autres régions à titre juste d'expérimentation pour qu'ils voient un petit peu comment ça se concrétise. Et puis, on a ouvert aux pays qui nous accueillent, que ce soit quand on a été en Islande pour tout ce qui est volcanisme, ou à Naples pour tout ce qui est Vésuve, volcanisme, au Maroc pour le dinosaure, ou au Gabon pour les origines de la vie. Évidemment, on ouvre aussi aux établissements de ces pays-là. Donc, je vous invite au moins, si vous le souhaitez, bien entendu, n'hésitez pas à me contacter ou passez par, comme vous le souhaitez, passez par Anne ou par moi directement pour vous donner plus d'informations. Mais c'est un projet qui a maintenant 5 ans et c'est un projet qui nous a permis de stabiliser nos effectifs dans le domaine des sciences de la Terre, ici à l'Université de Poitiers, susciter des vocations, ouvrir l'esprit des gamins et surtout
leur permettre de ne pas tomber dans les histoires de TikTok, créationnisme et compagnie. Ce n'est pas la vocation première et ce n'est pas ce qu'on montre au départ, mais l'objectif, c'est qu'ils voient un petit peu comment un travail de terrain, géologie, biologie, et les thématiques, évidemment, sont ouvertes. Et on termine avec des capsules qui sont évidemment posées sur un site consultable sans limite à tout le monde, c'est open access, hein, plus évidemment les 5 heures de direct. Donc sur une année, vous avez 15 heures de direct, hein, sur 3 thématiques différentes. Je peux en dire plus si vous le souhaitez. Je suis à votre disposition. N'hésitez pas à me contacter. Voilà. Merci à tous. Je donnerai ton email à ce moment-là, comme ça les gens pourront te contacter. Bon, alors du coup, on est très en retard. On va peut-être prendre juste les deux premières questions et vous m'excuserez tous de ne pas pouvoir toutes les traiter, mais en tout cas, celles-là ont été beaucoup plus likées. Donc, une question, ce que tu as dit avait l'air de dire que les dents poussaient toute notre vie. Ça intrigue, ça. Là, pas toute notre vie. La dent, elle pousse au moment avant qu'on arrive, il y a déjà la base, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, bah, ça continue à croître jusqu'à un certain moment, ça ne croît plus. Mais si vous prenez par exemple une dent, la mienne par exemple, bah, il y a un moment où on va avoir un certain nombre d'informations, mais pas toute l'information. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que quand ça arrête de croître, ça arrête de croître. Mais par contre, vous pouvez dater le moment où j'ai été sevré. Je prends mon cas comme exemple. Si vous tombez sur ma ligne néonatale, ce qui est fort probable éventuellement, eh bien, vous allez avoir toutes les informations nécessaires concernant une partie de ma vie, au moins oui, ça permet de. Par contre, sur les histoires de saisonnalité, bah ça, on le voit. On continue à le voir jusqu'à la mort de l'individu. Mais les dents, voilà, une fois vous avez perdu une dent, vous l'avez perdu à un certain moment. Par contre, là où c'est très intéressant, ce que je suis en train de faire actuellement, on est en train de travailler sur des dents d'un enfant de 315 000 ans et qui a un âge de 7 ans. On a toute l'information du début à la mort de l'enfant. Vous voyez ce que je veux dire? Mais évidemment, à l'âge adulte, à un certain temps, enfin à un certain moment, la dent ne pousse plus, en quel cas, il n'y a plus d'informations. Merci. Alors, est-ce que tu peux expliquer, à moins que tu l'aies expliqué, mais j'ai pas saisi, est-ce que tu peux expliquer la différence entre le temps de demi-vie qui est exprimé en an et la constante de désintégration qui est exprimée a priori en an moins un, d'après ce que la personne a compris? Alors, il faut que je la trouve. Est-ce qu'elle est ma diapositive peut-être alors, je ne sais plus. Peut-être cette diapo, il faut que je tombe sur la diapositive. Est-ce que c'est cette diapositive-là ou celle-ci? Je sais pas. Alors, quand on parle de demi-vie, bah, j'ai commencé ici, là ou là. Voilà. Je ne vois pas où c'est. Tu peux me reposer la question, s'il te plaît? Est-ce que tu peux expliquer la différence entre le temps de demi-vie qui est Oui. exprimé en an et la constante de désintégration exprimée en an moins un? Dans le cas de l'uranium plomb ou dans le cas de quel type d'isotope? Ah, malheureusement, j'ai pas la précision, je peux pas te dire. Alors, je suis en train de regarder, enfin, je suis vraiment désolé parce que si je tombe sur la diapositive où il y a ça, je pourrais répondre sans difficulté. Mais là, je ne sais pas où elle est, cette diapositive. Alors, n'ayons pas cette diapositive sous les yeux. Ce que je Excuse-moi, peux. Abder, il y a Oui. une réponse. Pas de lien avec une diapo. Vous n'avez Ah, pas parlé de constante de désintégration, ah, mais il y en a dans les manuels scolaires. ben voilà. Alors, pour moi, la constante de désintégration, je la considère sur le diagramme, sur la diapositive qui est ici, j'invente rien. Ça, c'est des travaux qui sont déjà publiés. Ce que vous voyez ici, ça correspond, selon mes connaissances, que j'ai compris, ça correspond au temps T. Je ne sais pas combien, ça dépend. Le cas de l'uranium blanc, c'est 4,5 milliards d'années. C'est le temps de demi-vie qui est exprimé par la constance, enfin la valeur qu'on a ici. Celle dont ou la collègue parle, moi, je ne la connais pas. Par contre, elle peut me l'envoyer en décalé et comme ça, je vais pouvoir lui répondre. Ça me parle pas, ça. Ça me parle pas. Voilà. Moi, de ce que je sais, de ce que je connais, c'est ce que je suis en train de vous montrer là. Mais si la collègue ou le collègue m'envoie cette question voilà, je peux répondre directement. Donc, c'est pour ça qu'il faut leur donner mon mail, s'il te plaît. Je ferai ça. Je vais même peut-être le donner là pour ceux qui sont là, ça ira plus vite. Et puis je vous enverrai un petit mail avec les liens pour la captation.
Alors, j'y suis. Alors, je vais le mettre dans le chat. Normalement, je dois pouvoir m'adresser. Ah bah non, pas sur le chat. Discussion. Ah mince. Hop, à tout le monde. Voilà l'adresse d'Abder. N'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Eh ben, écoute, je pense qu'on va s'arrêter là. Merci beaucoup pour cette intervention.